Nous suivons une grande mise à jour dans une affaire choquante d'abus sexuels sur mineurs. Cette ancienne infirmière a été surprise par son mari en train d'avoir des relations sexuelles avec son beau-fils. Alexis Von Yates a donné une excuse choquante en essayant de s'expliquer lorsque son mari est tombé sur l'incident l'été dernier. Elle a accepté un accord de plaidoyer, conséquence sur la durée de sa peine de prison. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime, je suis Chris Stewart. Le rapport de police de cette affaire, honnêtement, n'est pas facile à lire. Il décrit en détail une belle-mère ayant des relations sexuelles avec son beau-fils de 15 ans, puis essayant de trouver des excuses lorsqu'elle est prise sur le fait. Et laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de choses qui figurent dans ce rapport de police que je ne peux pas dire. Et franchement, je n'ai pas envie de le dire. Mais il est important que nous revenions sur ce que la police dit s'être passé. La nuit où cette infirmière diplômée a séduit un mineur chez elle, son propre beau-fils, avant que nous n'abordions l'accord de plaidoyer, qu'elle vient d'accepter. Voici une photo d'Alexis Von Yates, elle avait 34 ans. Quand tout cela s'est passé l'année dernière chez elle à Ocala, en Floride, elle vivait avec son mari, qui avait un beau-fils de 15 ans, qui séjournait chez eux pour l'été, en vacances. Il était resté avec eux environ un mois. La police indique que lors d'une des dernières 2 nuits du garçon à la maison, il passait du temps avec sa belle-mère. Il regardait un film d'horreur sur le canapé. À ce moment-là, il venait de coucher les plus jeunes enfants de la maison. Il était aux alentours de 11 h du soir. La police indique que Von Yates et son beau-fils fumaient une cigarette électronique au tétrahydrocannabinol et trouvaient terrifié trop ennuyeux, selon l'entretien que la victime dans cette affaire a accordé à la police. Et c'est à ce moment-là que ce rapport de police indique qu'Alexis Von Yates a commencé à parler de son excitation. Elle l'était car elle n'avait pas eu de relations sexuelles depuis plusieurs semaines. Cette conversation concerne encore son beau-fils de 15 ans. Lors de l'entretien ultérieur du beau-fils avec la police, il a dit qu'il était assis tout près sur le canapé avec sa belle-mère et qu'il jouait avec ses cheveux. Apparemment, Von Yates faisait ce genre de déclaration, ce n'était pas sorti de nulle part. L'adolescent a dit aux enquêteurs que sa belle-mère faisait des commentaires à caractère sexuel depuis environ une semaine. Il a dit qu'il était allé à la salle de sport avec Von Yates et que, lorsqu'ils sont montés dans la voiture, après qu'elle ait dit, je cite, « Je parie que tout le monde pensait que tu étais mon petit jouet ». Dans un autre cas, il a dit que Von Yates mangeait de la crème chantilly et qu'elle a tiré la langue d'une manière que la victime a trouvée sexuelle et il a comparé cela à ce que l'on voit dans un film pornographique. Von Yates aurait alors dit, je cite, « Oh, ça te plaît ?» Ensuite, il y aurait eu un cas où il était sur une voiturette de golf avec Von Yates et 2 de ses amis, et il a également dit que ce garçon de 15 ans avait reçu un shot ainsi qu'une autre tête de stylo tétrahydrocannabinol. L'adolescent a dit qu'il avait fait une sorte de blague sexuelle, et Von Yates a alors dit à ses amis, je cite, « Il regarde probablement ses pornos de belle-mère maintenant ». La nuit où Von Yates a eu des relations sexuelles avec cet adolescent, le rapport de police indique qu'après que Von Yates ait parlé de son excitation, l'adolescent a demandé s'il voulait se blottir. Le rapport de police indique que l'adolescent a déclaré que Von Yates avait d'abord répondu que ce serait bizarre. Puis, lorsque l'adolescent s'est allongé sur elle, elle a dit « Ah, tu y vas directement, hein ?» La police indique ensuite que, alors que l'adolescent embrassait Von Yates dans le cou, elle a aggravé la situation en disant « Ah mec, j'aimerais que tu aies 18 ans parce que tu n'es pas assez âgé ». La police affirme que la victime mineure a ensuite pratiqué une fellation sur Von Yates. Le rapport de police poursuit en disant que Von Yates a dit à l'adolescent d'arrêter, mais le ramenait ensuite pour continuer. Von Yates a ensuite pratiqué une fellation sur le garçon de 15 ans et a dit quelque chose comme « C'est le minimum que je puisse faire ». Pendant que cela se passait, la porte de la maison s'est ouverte et le père de l'adolescent de 15 ans est entré, qui était le mari d'Alexis Von Yates. Il était monteur de ligne et travaillait tard. De retour chez lui, selon le rapport de police, Von Yates et le garçon avaient des relations sexuelles sur le canapé près de la porte d'entrée. Lorsque le père du garçon est entré, il dit avoir vu l'adolescent de 15 ans courir vers la salle de bain et Von Yates était torse nu sur le canapé. L'adolescent a ensuite déclaré lors de cet entretien que le père a dit quelque chose comme « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Il a ensuite retiré la couverture de Von Yates et a vu sa femme nue. Le père a ordonné au garçon de faire ses affaires et de quitter la maison. L'adolescent dit qu'il a aussi entendu son père traiter Von Yates, sa femme, de « prédateur d'enfants » et c'est là que Von Yates donne une excuse que vous ne croirez pas. Von Yates dit au père, je cite, « La victime ressemble à son père quand il était plus jeune ».
C'est selon ce rapport de police. Von Yates a aussi affirmé qu'elle avait dit à l'adolescent d'arrêter, mais d'après le rapport de police et tous ces détails, il se peut qu'elle ait dit cela, mais une grande partie de cette déclaration est un mensonge. La suite de cette histoire, et ce que l'adolescent a dit lors de son entretien, explique comment sa famille a géré cette situation, et ils l'ont gérée d'une manière que beaucoup de gens qualifieraient de mauvaise, mais ensuite les choses évoluent par la suite. Je vais en parler. Le garçon et son père sont partis chez le grand-père, a dit l'adolescent, et en route, le père s'est arrêté à une station-service. Il a pris un pack de 6 bières et l'adolescent a dit que son père les a descendues d'une traite pendant qu'il roulait. Le père du garçon lui a dit de ne plus jamais lui parler et l'a qualifié, je cite, d'échec. Le grand-père du garçon a dit, je cite, « Tu as intérêt à ne pas leur dire ce qui s'est passé ». Quand le garçon a dit qu'il allait en parler à son cousin, il lui a aussi dit de ne pas contacter sa mère au sujet de ce qui s'était passé avec Alexis Von Yates. Le garçon a dit à l'intervieweur qu'il était épris de Von Yates et qu'il n'avait jamais eu d'activité sexuelle ou émotionnelle auparavant. Mais il était aussi contrarié parce que, selon lui, sa famille essayait de cacher ce qui s'était passé. Mais Von Yates n'en avait pas fini. L'adolescent a dit que le lendemain matin, le garçon l'a appelé. Après tout ce qui s'était passé, même son mari étant tombé sur cette situation, selon le rapport de police et au téléphone, Von Yates a dit qu'elle aurait préféré que son mari ne les surprenne pas. Et elle a également fait d'autres commentaires à caractère sexuel. Elle a même évalué l'expérience. L'adolescent a donné 7 sur 10. La police indique avoir reçu un signalement anonyme sur cette affaire. Cela a encore plus mis l'affaire en lumière. Selon Kaylee, ce signalement viendrait du père du garçon d'après le rapport de police. Il semble donc qu'il y ait eu un certain revirement, peut-être une période d'apaisement, après que l'adolescent a déclaré que son père aurait essayé d'étouffer toute l'affaire et de la faire disparaître la nuit où il est tombé sur tout cela. D'après ce témoin, le père a effectivement changé d'attitude. Contrairement au récit de la police cette nuit-là, il a affirmé soutenir son beau-fils, à condition qu'il accepte de témoigner. Maintenant, la police affirme que lorsque Von Yates a été contactée, elle a dit qu'elle ne voulait pas en parler sans la présence d'un avocat. Toujours selon ce rapport de police, elle pensait qu'une affaire de la direction de la protection de l'enfance contre elle avait été classée et qu'elle était hors de cause. La police indique qu'elle a continué à accuser la victime, un garçon de 15 ans. En avril, l'État de Floride a suspendu la licence d'infirmière de Von Yates. Elle était infirmière depuis 2016 et vu le niveau de détail de ce rapport de police, on peut comprendre le dossier que les procureurs auraient eu contre elle lors d'un procès. En mai, un tribunal a jugé que tous ces détails, ainsi que d'autres du rapport de police trop explicites pour être détaillés ici, seraient recevables. Serait recevable. Si l'affaire avait été jugée, cela aurait porté un coup dur à la défense d'Alexis Von Yates. Les dossiers montrent que le 21 août, Von Yates a plaidé sans contestation pour attentat à la pudeur et batterie lascive dans le cadre d'un accord de plaidoyer. À l'origine, elle était accusée d'agression sexuelle sur mineurs. Le Daily Mail rapporte que Von Yates passera 2 ans en prison, puis aura 2 ans de contrôle communautaire et ensuite 10 ans de probation en tant que délinquante sexuelle. Elle devra aussi effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général. Elle sera condamnée le 16 septembre. Nous accueillons l'avocat de la défense Joe Tamburino sur Law and Crime. Merci d'être avec nous pour cette histoire difficile. Je veux dire, rien que les détails de l'affidavit, quand elle a été arrêtée, l'entretien que la victime a donné dans cette affaire, très détaillé pour le moins. Maintenant qu'elle a accepté cet accord de plaidoyer, si elle devait aller en procès, à quel point cette affaire était-elle défendable pour elle ? Merci de m'avoir invité, Chris. Ce n'était pas défendable. Elle a obtenu un très bon accord car en Floride, l'âge du consentement est de 18 ans. Il existe des exceptions si la personne a 16 ou 17 ans et que son partenaire n'a pas plus de 23 ans. Elle a d'abord été inculpée pour un crime sexuel au premier degré, passible de la prison à vie. En Floride, cela signifie que si vous avez des relations sexuelles avec un membre de votre famille, en particulier s'il est mineur, vous pouvez être condamné à la prison à vie. Cependant, grâce à ses avocats, elle a pu obtenir un très bon accord, ce qui signifie qu'au lieu de faire face à toute cette inscription à vie et tout ce qui va avec, elle aura 2 ans et au maximum 10 ans inscrite au registre des délinquants sexuels, donc c'est un bon accord pour elle. Ouais, est-ce que tu es surpris à quel point cet accord est avantageux? Parce que d'un côté, je peux comprendre que si tu es procureur et que tu as une victime qui ne veut vraiment pas témoigner au tribunal, qui veut que ça se termine, mais en même temps, quand tu examines les détails et l'interview que la victime a donnée, tous ces détails allaient être inclus dans ce procès.
Il semblait qu'il l'avait sur beaucoup d'aspects, et que ce serait une affaire difficile, comme tu l'as dit, ce serait une affaire difficile à gagner pour un avocat de la défense. Pourquoi les procureurs offriraient-ils un accord aussi favorable? Parce que la victime et la famille de la victime le veulent. Ce n'est pas parce que tu as une excellente affaire en tant que procureur et que tu penses qu'il y a 99,9% de chances d'obtenir une condamnation que tu iras forcément au procès, parce que beaucoup de choses dépendent de la victime et de la famille de la victime. Si tu as une victime qui dit « Écoute, je comprends que tu as une excellente affaire, je comprends que tu pourrais condamner cet accusé, mais je ne veux pas aller au procès, je ne veux pas monter à la barre, je ne veux pas parler de ce qui m'est arrivé personnellement. Alors s'il te plaît, propose à l'accusé un accord que tout le monde pourra accepter. » Donc, même si en tant que procureur, tu as une affaire très solide, tu dois quand même prendre en compte la victime. Tous les États, y compris la Floride, ont des lois sur les droits des victimes. Et cela signifie que même si la victime ne peut pas dicter ce qu'est un accord de plaidoyer ou décider d'aller ou non au procès, tu dois quand même prendre en considération ses demandes, ses convictions, ses opinions. Elle finit par plaider coupable à un comportement lubrique et lascif. Je crois qu'elle avait été initialement inculpée de coups et blessures au second degré. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, pour commencer, coups et blessures signifie que tu as effectivement commis une agression et que tu n'avais pas le consentement pour le faire, c'est-à-dire que tu as eu des rapports sexuels ou un contact sexuel avec quelqu'un qui ne pouvait pas consentir à cause de son âge ou, dans certains cas, à cause d'infirmité. De plus, tu pourrais recevoir beaucoup plus de sanctions si tu allais en procès pour coups et blessures. Avec le vol et l'obscénité, je crois que la peine maximale là-bas est de 10 ou 15 ans en Floride. Et elle a la garantie qu'elle ne purgera pas plus de 2 ans. Ce qu'elle aurait pu obtenir lors du procès diffère beaucoup de ce qu'elle obtient avec cet accord de plaidoyer. Une audience de détermination de la peine reste à tenir, et le juge doit approuver l'accord de plaidoyer. La victime prévoit, selon ce que j'ai lu, de faire une déclaration d'impact comme témoin. Pour elle, je veux dire, si vous étiez son avocat, sachant à quel point cet accord est avantageux et ce qu'il aurait pu être, à quel point est-il important qu'elle fasse une déclaration devant ce juge pour s'assurer que le juge accepte réellement cet accord? Je ne pense pas qu'elle fera une déclaration, même si c'est son droit. Elle pourrait, c'est certain. Mais elle a plaidé non-contestation à cela. Non-contestation, c'est dire au juge, je ne dis pas être coupable, mais je veux plaider coupable. J'accepte tout ce qui ferait de moi un coupable dans cette affaire. Dans ces situations, la plupart du temps, un prévenu dira simplement au tribunal qu'il apprécie le temps du tribunal, qu'il est vraiment désolé pour tout cela et qu'il souhaite que le tribunal accepte la plaidoirie. Je ne pense pas qu'elle va dire plus que cela. Franchement, que pourrait-elle dire d'autre à part qu'elle est vraiment désolée? Elle va dire qu'elle est disposée à suivre un traitement et qu'elle va améliorer sa vie. Mais je serais surpris si elle faisait réellement une déclaration complète. Parce que ce qui se passe généralement, et c'est plus une remarque générale qu'une référence à son histoire en particulier, mais nous avons vu des cas où un accord est présenté et le juge dit simplement que cela ne suffira pas. Que se passe-t-il quand un juge, malgré un bon accord, le public s'interroge sur la clémence de la décision? Que faut-il pour qu'un juge intervienne et refuse que le tribunal accepte quelque chose? Eh bien, dans la plupart des situations, un accord conclu entre le procureur et la défense ou un avocat de la défense doit être approuvé par un juge, car le juge n'est pas obligé d'accepter un accord de plaidoyer. En fait, vous verrez partout dans le pays que parfois les juges diront « Écoutez, je sais que les parties ont cet accord, mais je ne vais pas accepter cet accord. » Moi, en tant que juge, je n'y suis pas obligé. Je pense que c'est trop indulgent ou quelle que soit l'objection. La plupart du temps, les juges acceptent les accords entre les parties. Pourquoi? Parce que, de toute évidence, il y a des avocats compétents de chaque côté et clairement, ils ont plaidé l'affaire. Ils en savent plus que le juge sur l'affaire. Très souvent, le juge va simplement faire confiance à la décision prise par le procureur et l'avocat de la défense. Cependant, oui, il est possible, même si peu probable, qu'un juge refuse simplement d'accepter cela. En tant qu'avocat de la défense pénale, je veux dire, je suis sûr qu'il y a des jours plus faciles que d'autres. Mais si vous deviez défendre Alexis von Yetz et que vous voyez tous les détails que cette victime a présentés lors d'une interview, qu'ils ont essayé de faire exclure, mais qui allait être recevable au tribunal.
Si cela était allé jusqu'au procès, quelle aurait été la stratégie si vous aviez été son avocat de la défense? Eh bien, la seule stratégie serait d'essayer de discréditer la victime dans l'affaire, parce que la victime devrait témoigner et il faudrait essayer d'attaquer sa crédibilité. Cependant, dans des affaires comme celle-ci, c'est très difficile. Quand un avocat de la défense, surtout expérimenté, a une telle affaire, bien sûr, vous utilisez tous les moyens de défense juridique dont vous disposez. Vous contestez la recevabilité des preuves, des déclarations et d'autres éléments. Mais à la fin, lorsque vous n'obtenez pas gain de cause sur ces points, alors vous passez à une forme de négociation ou de règlement. Parce qu'au final, vous devez faire ce qui est le mieux pour votre client. Dans ce type d'affaires, après avoir présenté tous vos arguments, le mieux pour votre client reste sans doute une négociation. Et en tenant compte de tous les facteurs, du moins ceux que nous connaissons dans le domaine public concernant cette affaire, la négociation est bénéfique pour le prévenu. Parce qu'il semblait, rien qu'en se basant sur l'affidavit et les déclarations qu'elle a faites, selon la police, lorsqu'ils les ont contactés, qu'elle faisait beaucoup de choses, eh bien, le garçon de 15 ans, il était consentant dans tout ça, même s'il n'avait, je veux dire, encore une fois, que 15 ans. De nombreux reproches à la victime, un terme souvent employé, je le sais. En tant qu'avocat de la défense, il faut parfois, comme vous le dites, attaquer la victime de différentes manières. Mais à quel point cela peut-il être efficace, sachant qu'il pourrait y avoir des jurés sensibles au fait qu'en Floride, je veux dire, 15 ans n'est pas l'âge du consentement. Eh bien, vous avez tout à fait raison. 15 ans n'est pas l'âge du consentement. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a quelques exceptions si la victime présumée a 16 ou 17 ans et que l'auteur présumé a moins de 23 ans et qu'il y a des preuves d'une relation. Oui, il y a des exceptions. Les deux principaux obstacles pour la défense ici sont d'abord que c'est surtout une relation familiale. C'est essentiellement son beau-fils, donc ça va poser problème. Ensuite, la prétendue victime a moins de 16 ans, ce qui signifie que la question du consentement ne se pose même pas. Maintenant, vous savez, quand vous arriverez au procès, bien sûr, vous allez quand même essayer d'attaquer la victime. Vous allez essayer de remettre en cause la crédibilité de la victime. J'imagine que cela a été pris en compte lors de la négociation du plaidoyer. J'imagine que lorsque le procureur s'assoit avec la victime et les membres de sa famille, le père, vous savez, il leur explique: écoutez, nous pouvons essayer de protéger la victime autant que possible au tribunal, mais la défense a le droit à un procès équitable. Cela relève du droit constitutionnel du 6e amendement à confronter son accusateur, ce qui signifie que même si l'accusateur a 15 ans, on peut tenter de le confronter. Vous pouvez toujours essayer de montrer qu'il mente ou qu'il se trompe. Cela s'appelle la mise en cause de crédibilité. Vous êtes toujours autorisé à mettre en cause la crédibilité de la personne. Et je suis sûr que tout cela a été pris en compte dans la décision d'arriver à une négociation de plaidoyer. Il y a tant de détails dans cette histoire, depuis le début jusqu'à l'acceptation de l'accord de plaidoyer. C'était un garçon de 15 ans. C'est sa belle-mère. Quand on pense à l'âge du consentement, en Floride, il semble clair qu'en dessous de 18 ans, ce n'est pas possible. Si cela était arrivé dans certains États, aurait-ce été légal? Non, je ne connais pas d'État où cela serait légal à cause de la relation familiale ainsi que de l'âge. La plupart des États fixent l'âge du consentement à 16, 17 ou 18 ans. Et j'imagine qu'il y a quelques États où cela pourrait être plus bas selon l'âge de l'autre personne. Par exemple, dans certains États, deux personnes de 15 ans peuvent avoir des relations sexuelles sans enfreindre la loi. Mais en règle générale, si vous avez quelqu'un, disons, de 25 ans et quelqu'un de 15 ans, cela sera illégal. Comment se passe la conversation avec votre client? J'imagine qu'à un moment, même s'il se croit innocent, d'après certaines déclarations, elle pensait que la jeune fille de 15 ans était responsable. Et clairement, la loi dit que ce n'est pas quelque chose qui peut constituer une défense solide pour vous. Comment se passe la conversation quand quelqu'un accepte un accord de plaidoyer en sachant qu'il ira en prison? En tant qu'avocat de la défense, comment avez-vous cette conversation avec votre client? Eh bien, la première chose que vous faites, c'est que vous passez en revue les preuves qui vont être utilisées contre votre client lors du procès. Après avoir contesté toutes les questions juridiques, vous avez tenté d'exclure les preuves. Après tout cela, vous vous asseyez avec votre client et dites:
Écoutez, ces preuves seront présentées au procès et ce sera très préjudiciable. En fait, nous n'avons aucune défense juridique contre ces preuves, ce qui signifie que si nous allons au procès, il y aura probablement une condamnation, au moins pour certaines de ces accusations. Et s'il y a des condamnations pour ces accusations, vous risquez X, Y et Z en prison. Maintenant, nous pourrions essayer d'utiliser certaines de vos déclarations, mais certaines de vos déclarations ne sont pas utiles, comme le fait de blâmer la victime ou d'admettre en partie l'infraction. Donc, vous faites cela. Cela peut nécessiter plusieurs échanges, mais en travaillant ainsi avec votre client, vous arriverez à dire « Je pense que nous devrions tenter de négocier cette affaire ». Ensuite, vous examinez les paramètres de la négociation. Vous savez, il faut beaucoup de courage à une victime pour aller à la barre, surtout avec... L'accusé était assis dans la salle d'audience, proche d'eux. Je sais que vous avez sûrement déjà vécu ce genre de situation. Beaucoup de ces affaires se terminent par un accord de plaidoyer en raison de la présence d'une victime, ce qui n'a rien de honteux, tout comme le fait de ne pas pouvoir témoigner en audience. Je veux dire, est-ce qu'il existe un moyen d'obtenir une condamnation dans certains de ces cas sans que la victime ait à aller à la barre et à devoir vraiment parler de détails très difficiles juste devant la personne qu'elle accuse? Pas vraiment. Il existe quelques exceptions en matière de preuves, mais la plupart ne s'appliquent pas dans un cas comme celui-ci, où l'on a une victime présumée qui parle à la police en sachant probablement que cela aboutira à des poursuites contre le suspect, devenu maintenant le prévenu. Dans ce cas, le prévenu a pratiquement un droit incontestable de confronter son accusateur. Je veux dire, l'une des choses qui rend notre système judiciaire aux États-Unis si unique et, vous savez, si avantageux sur le plan juridique pour nous tous dans la société, c'est que nous avons le droit de confronter notre accusateur. Considérez ceci, sans droit de confronter l'accusateur, un procès se résumerait à un policier déclarant à la barre « Voilà pourquoi cette personne est coupable ». J'ai parlé à ces 10 personnes et elles m'ont dit ceci, 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 ceci et cela. Ces 10 personnes ne sont pas là pour témoigner, mais je vais vous dire que c'est ce qu'elles diraient. Je veux dire, ce n'est pas un procès. Ce n'est certainement pas un procès équitable. Donc, en raison de notre droit constitutionnel de confronter l'accusateur, de confronter un témoin, oui, 90% du temps, vous allez pouvoir le faire. Maintenant, dans de nombreuses situations, bien sûr, cela peut être inconfortable, mais il y a de nombreux aspects de notre système juridique qui sont inconfortables. Non, c'est tout à fait vrai. Une histoire très difficile venant de Floride. Beaucoup de détails. Cet affidavit était difficile à lire. Merci à l'avocat Joe Tamburino d'être sur Law & Crime et de nous avoir aidé à tout expliquer. Merci de m'avoir invité. C'était Law & Crime, présenté par Chris Stewart. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. On se retrouve la prochaine fois.